Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le retour de la police de proximité, supprimée il y a 5 ans, elle est rebaptisée unité de quartier, sera expérimentée dans un premier temps en Seine-Saint-Denis. 8 ans de travaux forcés transformés en 8 ans de prison, c'est ce que demande le procureur pour les 6 membres de l'Arche de Zoé au tribunal de Créteil. Décision le 28 janvier. L'image d'un dénouement heureux. Dès son arrivée à Bogota, Clara Rojas a retrouvé son fils Emmanuel après 3 ans de séparation. Nicolas Sarkozy achève sa visite en Arabie Saoudite sans signer de contrat et en dénonçant le choc des civilisations. Dans ce journal, reportage sur le sort des femmes dans ce pays ultra-conservateur. Trop fort et trop compressé. À l'occasion de la semaine du son, une étude médicale alerte sur l'augmentation des troubles auditifs chez les jeunes. En cause, les concerts, les lecteurs MP3 et le son numérique. Enfin, Marion Cotillard fait rayonner la France à Hollywood. Elle remporte un Golden Globe pour son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme. Et elle est notre invitée. Bonsoir Marion Cotillard, toutes nos félicitations et à tout à l'heure. Faut-il parler de volte-face ou de conversion face à la délinquance dans les quartiers sensibles? En tout cas, c'est bien un retour à une forme de police de proximité, supprimée en 2002 par Nicolas Sarkozy, qui a été annoncé tout à l'heure par la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie. Le nom a changé, on parle désormais d'unité territoriale de quartier, mais le principe est à peu près le même. Franck Genozo, Frédéric Bonne. Des policiers proches des gens, à temps plein dans les quartiers difficiles. Leur mission, rétablir un lien de confiance avec les habitants. C'est ce qu'est venu annoncer Michèle Alliot-Marie cet après-midi en Seine-Saint-Denis. Très bientôt, une expérimentation sera menée dans 3 quartiers sensibles du département. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, il y ait une multiplication des contacts. Et les contacts, ils ne sont pas, quand les policiers attendent dans un lieu que les gens veuillent bien venir, les policiers sont amenés à aller vers les gens. C'est comme ça que l'on établit les contacts. Officiellement, ce n'est pas de la police de proximité. Et pourtant, cela y ressemble fort. Les îlotiers ont disparu depuis 2002, supprimés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. Créer des contacts avec les bailleurs sociaux, c'est important. Mais ce n'est pas la mission première de la police. Ce jour-là, à Toulouse, Nicolas Sarkozy enterre la police de proximité. Juste derrière lui, Jean-Pierre Avrin, un des pionniers de ce concept cher à la gauche. Aujourd'hui, l'homme se sent réhabilité. Première réaction, je me suis dit, tant mieux, on y revient. Deuxième réaction, je me dis, dommage qu'on ait perdu 5 ans et que la situation soit dégradée. Cette fois, changement de vocabulaire. Il faudra parler d'unité territoriale de quartier. Des fonctionnaires volontaires spécialement formés en contact permanent avec les habitants. Les policiers, eux aussi, sont plutôt pour. L'appellation de ces unités peu nous importe. Ce qui est intéressant pour la population, c'est ce rapprochement. Hors de question pour les policiers de faire de l'animation ou de l'encadrement, précise Michèle Alliot-Marie. Leur mission première restera d'intervenir et d'interpeller. Pour elle, ce sera la grande différence avec la police de proximité du gouvernement Jospin. Ce n'est donc pas une révolution, mais une forme tout de même de restauration. Réaction dans les quartiers concernés, en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Arnaud Comte, Sylvain Dauba, Olivier Robert. La cité sensible Franc-Moisin va expérimenter dans quelques semaines les unités territoriales de quartier. Une police proche des habitants qui fait déjà débat. Les gens vont avoir peut-être un sentiment de plus de sécurité. Peut-être un dialogue peut s'instaurer entre les jeunes et la police, pourquoi pas. Des flics bons, il y a des flics pas bons aussi, on peut tomber sur tout. Donc ça reste à voir, quoi. Que ce soit remis en place aujourd'hui, c'est parfait. On a besoin d'une police de proximité, de toute façon on a besoin de plus de police dans notre ville, c'est une certitude. Une présence réclamée par les élus locaux, y compris ceux de droite, longtemps hostiles à la police de proximité. C'est le passé. Moi, ce que je vois, c'est l'attente des populations qui passent leur temps à nous dire « Monsieur le maire, que faites-vous pour nous ?» Eh bien, moi, je suis heureux aujourd'hui de voir qu'enfin, on va pouvoir effectivement progresser. À Cergy, depuis que la police de proximité n'existe plus, ce sont eux qui sillonnent les rues, les policiers municipaux. Chaque jour, ils vont à la rencontre des habitants et des commerçants. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Se faire connaître et prendre la température du quartier.
Pour les contacts aujourd'hui, ça va mieux les incivilités devant? Non, ça va, ouais. Ça se passe bien. Bon. Ça se passe mieux. Dans ces quartiers populaires, la délinquance, elle est de proximité d'abord. Donc il faut aller là où elle est. Cette ville du Val d'Oise n'est pas concernée par l'expérimentation. Mais elle regardera avec beaucoup d'intérêt le dispositif mis en place en Seine-Saint-Denis. Et réaction ce soir du Parti Socialiste, on a perdu 6 ans pour revenir à la bonne méthode, fin de citation. Une agression au couteau en pleine cour de récréation et on est loin cette fois des quartiers sensibles. Ça s'est passé ce matin dans un lycée de Sablé-sur-Sarthe. Un élève de terminale a été grièvement blessé par l'un de ses camarades à la joue et au ventre. Ses jours ne sont pas en danger. Lionel Feuerstein, Wassila Kamli sur place. Tout s'est passé très vite ce matin dans ce lycée professionnel de la Sarthe, habituellement calme. En pleine récréation, devant des dizaines d'élèves, un lycéen de 17 ans a sorti un canif de son sac et a violemment poignardé l'un de ses camarades par 3 fois, à l'abdomen et au visage. Les élèves présents sur place n'ont pas eu le temps d'intervenir. Il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu de bagarre avant. Je sais pas, moi j'étais retourné et d'un seul coup j'ai juste vu le geste. Il lui a mis un coup de couteau comme ça. Mais non, ça ne m'étonne pas parce que la personne a déjà eu plusieurs histoires au lycée pour des petites embrouilles comme ça. La victime a été transférée dans un hôpital de la région. Ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur, lui, a été arrêté sans résistance. Face aux gendarmes, il a reconnu immédiatement les faits, évoquant une affaire de rivalité pour savoir qui serait le chef du lycée. On a affaire à deux jeunes garçons qui ne pouvaient pas se supporter et qui en sont venus, en tout cas pour l'un d'entre eux, à ce geste évidemment dramatique. Ce soir, l'agresseur était toujours en garde à vue à la gendarmerie de Sablé. Il devrait être mis en examen dès demain pour tentative d'assassinat, puis placé en détention. À Béton, près de Rennes, c'est un incendie qui a détruit la moitié d'un collège dans cette commune pavillonnaire. Cela s'est passé la nuit dernière. L'établissement était vide, il n'y a donc pas de victimes. Et la moitié des classes ont été brûlées et beaucoup d'élèves et de parents se sont retrouvés sur place dès cette nuit pour constater les dégâts. Feu accidentel ou criminel, aucune hypothèse n'est exclue. En Corse, la personne interpellée ce week-end après l'incendie de l'Assemblée à Ajaccio a été relâchée. Sur place, l'émotion est très vive. François Fillon s'est rendu sur les lieux aujourd'hui. Il parle d'actes inqualifiables. Alix Bouillaguet. Depuis 2 jours, rien n'a été touché. Devant les objectifs des caméras, François Fillon est venu constater l'étendue des dégâts. Un bureau calciné, celui du président du conseil exécutif corse, et des couloirs dévastés par les manifestants nationalistes samedi soir. Il n'y aura aucune indulgence, prévient le Premier ministre. Ceux qui ont fait ça perdent les élections. Ceux qui ont fait ça ont beaucoup de mal à rassembler du monde pour manifester, comme on l'a vu ce week-end à Ajaccio. Alors ils se livrent à des actes qui sont des actes inqualifiables, qui sont des actes de délinquance. Et il n'y a aucune excuse à ces actes. Dans la classe politique corse, c'est l'unanimité pour condamner cet acte, à l'exception des nationalistes les plus radicaux, aux yeux de certains, de plus en plus divisés. Ils sont débordés par leur base, mais ça n'empêche pas que cet acte doit être condamné fermement pour qu'il ne se reproduise pas. Ici, à Ajaccio, François Fillon est resté 1h15 montre en main, une présence pour réaffirmer l'autorité de l'État au moment où une poignée de militants indépendantistes semble se radicaliser. On en vient à l'affaire de l'Arche de Zoé. La justice française devait transposer aujourd'hui la peine prononcée au Tchad en droit français. Et le procureur a estimé que les 8 ans de travaux forcés équivalaient à 8 ans de prison. C'est donc la condamnation qu'il a demandé. 5 des 6 prévenus, dont Éric Breteau, en chaise roulante car il est affaibli par sa grève de la faim, avaient fait le déplacement. Avant de retrouver Dominique Verdaillan, écoutez les familles des prévenus qui jugent ce réquisitoire injuste. Comment est-ce qu'on peut envisager de mettre des gens qui ont voulu sauver des vies, et leur dire maintenant c'est 8 ans de prison? C'est impensable, c'est impensable. J'attends toujours la décision finale. Je l'attends avec impatience et j'espère que ce sera la libération. Quand c'est la libération, à ce moment-là, je pourrais vous dire que la justice française est indépendante. Propos recueillis par Daniel Lévy. Le jugement sera rendu le 28 janvier. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes en direct de Créteil. C'était un procès mais qui n'en était pas vraiment un.
Oui, et les oreilles des juges de N'Djamena ont dû siffler car ici, toute la journée à Créteil, eh bien, les avocats de la défense ont dit tout le mal qu'ils pensaient de la justice tchadienne, de l'instruction, du procès, mais aussi du verdict. Résultat, un dialogue de sourds judiciaire comme on en entend rarement dans une salle d'audience. D'un côté, une défense qui demande purement et simplement que la justice française, eh bien, désavoue, condamne la justice tchadienne, et de l'autre, une accusation qui, par la voix du procureur de la République, eh bien, rappelle aux magistrats que leur marge de manœuvre est assez faible. Ne pas respecter les accords bilatéraux de 1976, eh bien, ça serait un fâcheux précédent pour tous les contentieux à venir avec n'importe quel autre pays. Bref, c'était une formidable illustration de ce que l'on sait déjà, à savoir que le dossier de l'Arche de Zoé, c'est pas simplement une affaire judiciaire, mais c'est aussi une affaire politique et diplomatique. Merci Dominique. L'actualité à l'étranger avec d'abord, vous allez le voir, l'image d'un bonheur retrouvé. Clara Rojas, revenue en Colombie, a revu son fils dès hier soir. L'enfant l'a immédiatement appelé maman et les deux se sont embrassés. C'est le commentaire de la responsable de l'assistance publique qui assistait à la scène. Il reste maintenant à régler les formalités. Sur place, à Bogota, Dorothée Oliéric, Mathias Second. C'est qui? C'est ta maman? Mon fils. Allez, va embrasser ta maman. Le petit Emmanuel vient de retrouver sa mère après 3 ans de séparation. Clara Rojas a accepté de donner au monde ces images d'une incroyable intimité. Une façon pour l'ex-otage de remercier ceux qui ont aidé à sa libération et donc à cet épilogue heureux d'une mère et son fils qui refont connaissance. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je suis tellement fière de mon petit bébé Emmanuel. Il est tellement mignon. Il a un regard magnifique. Je ne trouve pas les mots. Je suis tellement bien. On est tellement bien. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, avec mon fils, mon cœur et mon âme sont en harmonie. Je suis bouleversée. Quand je vois ça, je me dis qu'il faut continuer à se battre pour sortir d'autres enfants qui sont, eux, toujours otages dans la jungle avec leur maman. Il faut qu'ils retrouvent la liberté. Emmanuel, né dans la jungle, a été arraché des bras de sa mère à l'âge de 8 mois. Ses retrouvailles ont été minutieusement préparées par des psychologues. Il a été bien préparé, vous avez vu les photos, comment il a embrassé sa mère. On avait fait déjà l'image d'une mère qui allait le rencontrer. Alors je crois que ce n'était pas un choc. C'est une belle expérience pour un enfant de rencontrer quelqu'un qui va être sa seule mère. Clara Rojas doit faire des démarches administratives pour obtenir la garde définitive de son enfant. Mais pour l'heure, Emmanuel est d'ores et déjà installé chez elle. La mère et l'enfant apprennent à s'apprivoiser. La suite du voyage de Nicolas Sarkozy en Arabie Saoudite, pas de contrat signé, mais une mise en garde. Le président de la République a regretté là-bas la brutalité, ce sont ses termes, de la hausse des prix du pétrole. Dans ce pays qui tente de contenir la fièvre islamiste, il a aussi appelé à tout faire pour éviter la guerre des religions et le choc des civilisations. L'Arabie Saoudite est un allié de l'Occident dans la région, mais c'est aussi l'une des sociétés les plus conservatrices, notamment en ce qui concerne le sort des femmes. Là-bas, les enquêtes sociologiques sont rares, mais l'une d'entre elles, publiée récemment, montre par exemple que sur 100 suicides, 96 sont le fait des femmes. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Bernard Lebrun, Patrick Desmully. Elles lisent les vœux de leurs camarades, les vœux du nouvel an musulman. C'était mercredi 9 janvier, jour d'entrée dans l'année 1429. 1429 ans après la naissance de l'islam en Arabie. 6 siècles donc après le début de l'ère chrétienne, avec aujourd'hui nombre de décennies de décalage entre l'évolution sociale de nos sociétés. Avec un groupe d'étudiantes, nous abordons la question douloureuse du suicide des jeunes. Pourquoi, selon elles, 96 tentatives de suicide sur 100 concernent-elles les filles, pour 4 seulement les garçons? Le problème du suicide est le résultat visible de l'oppression de la société.
Notre corps et notre âme ne sont pas qu'à nous. Ils appartiennent aussi à nos parents, à notre famille, à nos amis et à la totalité de la société. Comme par exemple les femmes que l'on marie à des hommes dont elles ne veulent pas, parce que les familles les forcent à ça. Cela n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Ce n'est pas dû à l'islam, mais aux traditions. Et c'est pour ça que l'on veut en finir avec ces traditions. Stricte séparation des hommes et des femmes. Pas de voyage des femmes sans autorisation familiale. Et bien sûr, interdiction de conduite automobile. Rien de religieux dans tout cela, que des traditions. Pour autant, d'avoir un chauffeur particulier ne les dérange pas toutes. Ce n'est pas un drame de ne pas pouvoir conduire. Nous aimons être chouchoutés et conduites. Nous sommes des femmes. Moi, je ne veux pas être chouchoutée personnellement. Ne me gâtez pas. Début janvier, une association féministe a lancé sur Internet une pétition pour obtenir le droit de conduire une voiture dès 2008. Et le plus étonnant, c'est que le gouvernement laisse faire, tant il est vrai qu'aujourd'hui, cette revendication semble légitime. Nicolas Sarkozy a quitté l'Arabie Saoudite tout à l'heure pour le Qatar, deuxième étape de sa tournée dans le Golfe. Et 3 heures après, c'est George Bush qui lui a succédé à Riyad pour une visite de 48 heures qui devrait se solder par des contrats, dit-on, de 15 à 20 milliards de dollars, contrats d'armes et d'équipements militaires. On l'a entendu, le président de la République est revenu lors de son voyage sur la politique de civilisation. C'est désormais son credo. Il l'a longuement développé lors de sa conférence de presse la semaine dernière. La croissance économique seule ne peut servir de programme et la société française doit s'interroger sur ses valeurs et son mode de vie. Alors nous avons souhaité y revenir. Pour certains, il s'agit de mots en l'air ou d'un concept un peu fumeux. Pour d'autres, les politiques doivent aborder ces sujets. Voici les arguments des uns et des autres. Le débat avec Jeff Wittenberg et Bruno Giraudon. Avant 2008, il faut le reconnaître, on en parlait assez peu. Nous avons besoin de ce que j'appelle une politique de civilisation. Une politique de civilisation. L'expression et son auteur, Edgar Morin, était surtout connu des universitaires. Sa politique de civilisation, écrite dans les années 90, fait désormais un tabac. Ségolène Royal, 3 jours après le président, exhibe l'ouvrage à la télévision. Politique de civilisation, si c'est une très belle expression. Mais de quoi s'agit-il? Dans le livre, Edgar Morin écrit qu'elle se raccorde à ce qu'il appelle une politique de l'homme. Tous les problèmes humains ont aujourd'hui une dimension politique. Actuellement, l'idéologie libérale qui domine aujourd'hui le monde, elle est fondée sur l'idée que ce sont les mécanismes du marché qui vont apporter les solutions aux problèmes humains, ce qui, à mon avis, est faux. La politique de civilisation, reprise par Nicolas Sarkozy, c'est tout le débat. Oui, il l'incarne, affirme son conseiller spécial, il lui a suggéré la formule. Non, répond le directeur de Libération, très critique sur l'action du président. Il a fait campagne sur ces questions-là. Il a fait des discours sur la vie, des discours sur l'autorité, des discours sur l'identité, des discours sur l'éducation. Il a posé ce problème pendant toute la campagne et il a été élu. Il est aujourd'hui donc en charge de ces questions. Donc si ça n'est pas lui qui le fait, qui le fera? On aurait d'ailleurs dû s'occuper de ces problèmes depuis bien longtemps. Je crois que la manière dont il l'a annoncé, c'est plus une politique de communication qu'une politique de civilisation. Pourquoi? Parce que ça consiste, en fait, comme on n'a pas les résultats qu'on attend en matière de pouvoir d'achat, qui était le thème principal qu'on agitait auparavant, on met une étiquette nouvelle sur la même politique. La politique de civilisation est en crise, mais chacun en a une définition bien différente. La politesse, ce qu'on appelle la civilité, on parle des incivilités. Ben, l'incivilité, c'est le contraire de la civilité, donc le contraire de la civilisation. Oui, parce que nous avons tendance à adopter de manière excessive les valeurs qui proviennent d'une version, libérale de la mondialisation, qui est une politique, en fait, une politique de classe. On parlera encore de politique de civilisation. Un sociologue de 86 ans a lancé malgré lui le débat à la mode. On va peut-être vers divers. À gauche et face à un président de la République très présent, Laurent Fabius tenait une conférence de presse. Il lance une pétition pour que le temps de parole du chef de l'État soit comptabilisé et que cette règle soit inscrite dans la Constitution. On l'écoute. Vous avez une règle qui est devenue complètement absurde, où on prend en compte ce que dit le gouvernement, très bien, on prend en compte ce que dit l'opposition, très bien, on prend en compte ce que dit la majorité, très bien, mais le président de la République, il peut parler 20 heures sur 24 sur les chaînes, c'est jamais comptabilisé. Alors il y a un moment où quand même il faut devenir raisonnable. Et c'est pourquoi il faut que les textes précisent cela. Ça demande 3 lignes, ça ne coûte pas un sou, et du point de vue de la démocratie, ce sera très positif.
Et ce soir, mot croisé revient sur Nicolas Sarkozy, le télé-président. C'est l'intitulé du débat à suivre autour d'Yves Calvi à partir de 23h15. Économie avec l'annonce d'une réforme très sensible par François Fillon, celle des ports autonomes. Elle prévoit la privatisation de la manutention. Régulièrement, le monopole des syndicats de dockers est dénoncé par les acteurs de ce secteur. Matignon annonce un dialogue préalable. Explication Yves Ginca, Philippe Turpot. Attention, trafic en danger. Depuis 1989, les ports français n'ont cessé de perdre des parts de marché, incapables d'affronter la concurrence européenne. Pour faire repartir leur activité, le gouvernement vient d'annoncer un plan de relance. Il est question de privatiser totalement la manutention portuaire. En clair, seules des entreprises privées pourront charger et décharger les bateaux. Une annonce qui choque et inquiète le principal syndicat des dockers. On sent un danger de mise en concurrence des ports et donc des salariés entre eux, puisqu'on nous parle de négociations ou de concertation port par port. En 1992, le gouvernement de l'époque s'était déjà attaqué au statut des dockers. Une réforme difficile à faire passer, grèves et manifestations s'étaient succédées pendant plusieurs semaines. Résultat, depuis sur les quais des manutentionnaires du privé et du public, des charges côte à côte, un double statut qui complique l'organisation du travail. Quand vous avez deux chefs en général pour une même opération, c'est moins bien que s'il y a un chef pour assurer la totalité des responsabilités de l'opération. La réforme lancée aujourd'hui par le Premier ministre concernera principalement les 2000 grutiers que comptent les ports autonomes. Une loi pourrait être votée au printemps, après les municipales. Social encore, la CFTC et Force ouvrière annoncent leur décision de signer l'accord sur le contrat de travail trouvé la semaine dernière et qui prévoit notamment le licenciement à l'amiable et l'allongement de la période d'essai en échange de garanties pour le salarié. Alors rappelons qu'il faut la signature de 3 syndicats pour que cet accord soit validé. La CGT a déjà annoncé son opposition. On attend la décision de la CFDT et de la CFE-CGC, image signée Diane Richard. Une nouvelle avancée des grandes écoles en direction des élèves des quartiers sensibles. Cette fois, c'est la prestigieuse HEC qui ouvre une classe préparatoire en association avec un lycée de Vanves. Une classe plus particulièrement destinée aux jeunes titulaires d'un bac technologique. Nabila Tabouri, Mathieu Nivenglowski. Comment schématiser ça sur votre graphique? La courbe de la demande, elle se déplace sur le graphique. Pour Alix, c'est l'heure de colle. Non, le jeune homme n'est pas puni. Dans le jargon des classes préparatoires, ça signifie des interrogations orales devant un professeur. Alix est en fait un cobaye. Comme 20 autres élèves de sa promotion, il fait partie d'une prépa HEC nouveau genre. What is united compared to divided? Alix et ses camarades ont été repérés l'an dernier par des professeurs d'HEC. Leur particularité, ils sont titulaires d'un bac technologique et viennent de quartiers défavorisés. Le programme est le même que celui des autres prépas. Ils ont seulement plus d'heures de cours en langue et en culture générale pour rattraper leur retard. Entre la terminale et la classe préparatoire, la première année de classe préparatoire, la quantité de travail, elle est importante et on n'a pas l'habitude justement d'avoir une telle quantité de travail. Donc il faut réussir à s'adapter et ça c'est dur en début d'année. Et tenir surtout? Voilà, et tenir. Et pour les faire tenir, ils ont droit chaque semaine à une séance de coaching. Avec cette prépa, HEC fait un pari, celui de la diversité. Comme Alix, le strict minimum. On recrute dans un vivier très restreint, qui est un vivier d'enfants souvent scolarisés en région parisienne, souvent dans des lycées prestigieux et souvent appartenant à des milieux socio-professionnels favorisés. Donc on voudrait élargir ce vivier. Les élèves de la prépa sont internes et l'école de commerce prend en charge tous les frais de scolarité, 4 000 € par an et par élève pendant 3 ans. Alix retrouve la cité Hoche à Évry-sur-Seine seulement le week-end. Et samedi, c'est une bonne nouvelle qu'il avait annoncée à ses parents. Et je suis premier du classement. Oh, c'est pas vrai. Bravo, bravo. Félicitations. Lui, il voulait faire un BTS. Donc, lui-même, il s'est rendu compte que le BTS ne suffira pas pour lui, juste ses capacités. Cette ambition devrait permettre à Alix d'être peut-être un jour le premier de sa famille à intégrer une grande école.
L'autoroute de la Côte d'Azur, l'autoroute A8, va rester fermée pendant 3 jours. Motif un éboulement dans les Alpes-Maritimes entre Roquebrune, Cap-Martin et la Turbie. Cet incident qui n'a pas fait de victimes a nécessité la mise en place d'une déviation. La zone présentant toujours des risques, les experts vont devoir dynamiter des blocs rocheux instables. Image signée Virgile Liado. En cause, les fortes pluies de la semaine dernière dans la région et de nouvelles intempéries sont d'ailleurs annoncées par Météo France. Météo France qui émet un bulletin d'alerte de vigilance orange. Alerte au vent violent dès 6 h demain matin et toute la journée de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Soyez prudents donc si vous habitez ces régions. Dans l'Aude, ce sont les inondations qui font régulièrement des dégâts et des victimes. On se souvient notamment de l'année 1999. Eh bien, le programme de prévention fait sentir ses effets. L'État a commencé à démolir une trentaine de maisons situées en zone inondable. Véronique Gaglione, Frédéric Guibal sur place. La bâtisse a plus de 100 ans. Ses derniers propriétaires ne sont pas restés pour la voir partir. Elle a vu passer sans bouger bien des inondations, comme pratiquement toutes les maisons de Cuxac. Ça aurait dû jamais être construit déjà. Voilà, celle-là et tant d'autres, c'est tout. Mais bon, à l'époque, l'État il a laissé faire ce qu'ils ont voulu. Hein. C'est l'État qui aujourd'hui rachète pour démolir 26 maisons au total, des bâtiments isolés que les futures digues ne pourront pas protéger. Sur le bassin de l'Aude, le programme de prévention des inondations sera achevé d'ici 2013. On ne dit pas que tout le monde sera à l'abri de l'eau. On essaie de faire en sorte que personne ne soit surpris par l'eau et qu'il n'y ait donc pas de perte humaine. C'est ça qui est le plus important. Car en novembre 1999, l'Aude inondée comptait 27 morts, dont 5 à Cuxac. 80% de la commune était sinistrée. Il a fallu attendre longtemps des propositions. Alors quand l'an dernier, Marie-Hélène Lorenzo a appris que sa maison devait être détruite, elle a accepté les 380 000 € de l'État, soulagée de partir. Il y a à chaque fois cette angoisse quand il fait des gros orages et donc bon, on se dit que ça risque de se reproduire et voilà quoi. C'est pas une vie quoi au bout d'un moment. De gros travaux ont été effectués en amont de Cuxac pour libérer le passage de l'eau. En tout, 80 millions d'euros dépensés pour mettre les plaines de l'Aude à l'abri. Mais en aval, des inquiétudes demeurent. L'eau doit s'évacuer à l'emplacement des maisons détruites, mais les digues qui protégeront le village ne seront pas prêtes avant 3 ans. On reste dans le domaine de l'environnement avec une expérience menée en Écosse pour tenter d'exploiter l'énergie marine, c'est-à-dire l'énergie des courants ou de la houle. C'est très spectaculaire, vous allez le voir, et les premiers essais sont assez probants. Envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Dominique Marotel. Un paisible lever de soleil sur les Orcades, archipel de 67 îles au nord de l'Écosse. Mais attention, les apparences sont trompeuses. Ici, les vents sont puissants, les marées fortes, les vagues hautes. Un inépuisable mouvement capté par cet étrange serpent de mer. Ces cylindres rouges à peine visibles de la côte transforment cette énergie marine en électricité. Explication avec ce prototype resté à quai. C'est le mouvement de la vague le long de la machine qui provoque l'articulation de chaque cylindre, de bas en haut et de droite à gauche. Ces pompes hydrauliques provoquent alors une résistance, et c'est ce qui produit l'électricité. Les inventeurs de cette ingénieuse machine viennent de signer avec le Portugal leur premier contrat commercial. 3 unités y seront prochainement livrées, de quoi fournir l'électricité de 1500 maisons. Un modeste début, mais le gouvernement britannique y croit. Il subventionne donc ce centre pilote dans les Orcades. Les inventeurs y testent leurs prototypes en conditions réelles. C'est ainsi que ce drôle d'engin a été jugé viable économiquement et technologiquement. Cette énergie est là, disponible. Ce serait fou de ne pas l'utiliser. Les Orcades, autrefois spécialisées dans la pêche au hareng, voient donc aujourd'hui débarquer ingénieurs et investisseurs avec les projets les plus étonnants. Voici le dernier né de ces monstres marins. Il est planté dans une zone de très fort courant. Lorsque cette immense turbine est immergée, elle peut alimenter en électricité une centaine de maisons.
Reste évidemment à évaluer l'impact environnemental qu'auront ces installations pour extraire l'énergie marine. Cela peut-il par exemple modifier les courants négativement et donc les fonds sous-marins? Pas de réponse pour l'instant. Retour en France avec la santé et une étude qui concerne les jeunes. Elle est dévoilée alors que commence la semaine du son et elle alerte sur l'augmentation des troubles auditifs. Les causes sont clairement désignées, les concerts au volume sonore souvent excessif, les lecteurs MP3, mais aussi le son numérique d'une manière générale. Florence Bouquilla, Jean-Yves Blanc. Premier réflexe de collégiens ou lycéens à la sortie des cours, retrouver leur musique. Baladeurs, MP3, portables dans presque chaque main. Certains n'en ont pas, mais ce n'est pas un problème. Il y a 2 écouteurs et la musique. À cet âge, c'est forcément très présent. Fort ou pas fort? Bah plutôt fort. Mais si je suis toute seule et à la maison, je mets un peu moins fort, mais quand on est dans la cour, on met fort, quand on marche dans la rue et tout. Selon une étude publiée en 2006, 20% des lycéens ont déjà souffert de problèmes auditifs, comme Salifou. Ça fait des sifflements et j'entends rien. Enfin, j'entends quelque chose, mais c'est pas net. Les jeunes mettent-ils des protections auditives lors d'un concert? Oui, 6%, non, 72%. Selon la loi, en discothèque ou en concert dans un lieu fermé, le niveau sonore ne doit pas dépasser 120 décibels. C'est un peu plus que le bruit d'un marteau-piqueur. Le son pénètre par l'oreille externe, traverse l'oreille moyenne puis interne. Il parvient enfin à la cochlée où il rencontre 16 000 cellules ciliées. Ce sont elles qui peuvent être définitivement détruites. Je vais vous mettre des bruits, ça va faire des petits bip-bip. Un audiogramme chez un ORL, voilà le test qu'il faut passer dès que l'on ressent un trouble auditif. Ce jeune homme souffre d'acouphènes, des sifflements continus, mais il consulte un peu tard. On sait que dans les 8 premiers jours, on a encore des chances de récupérer des cellules auditives. Après 8 jours, c'est de plus en plus grave. Et au bout d'un mois, si la personne est restée pendant 1 mois avec son trouble auditif sans aller consulter, malheureusement, là, les dégâts sont figés. Selon cet ingénieur acousticien, la très forte compression numérique des sons d'aujourd'hui est également nuisible. Et il le démontre avec un appareil de mesure sonore, un sonomètre. À gauche, sur un tube des années 80 au son plus naturel, il existe une vraie modulation entre les sons forts et les sons plus faibles. À droite, sur un tube actuel, tous les sons faibles ont été remontés. Il n'y a plus de variation sonore, tout est fort. Et c'est ainsi que l'oreille des jeunes enfants est éduquée aujourd'hui. Ils sont habitués à un son qui est extrêmement, qui est fort, qui est égal, et du coup, ils vont s'exprimer d'une manière eux aussi forte et égale. Vous savez, on s'exprime toujours selon la manière à laquelle on entend. Heureusement, il existe un moment pendant lequel un jeune sait profiter de la vie sans écouteurs dans les oreilles, quand il déguste un kebab avec ses amis. Vous vous souvenez sans doute de cette couverture du magazine américain Time qu'on évoquait récemment ici même, annonçant la mort de la culture française. Eh bien, voici un nouveau pied de nez à ses auteurs. Je vous le disais en titre, Marion Cotillard a obtenu un Golden Globe pour son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme. L'actrice est en direct avec nous de Los Angeles. Rebonsoir. Avant de vous entendre, les images et un petit rappel aussi sur votre carrière avec Emmanuel Lambert. 14 février 2007, le rideau s'ouvre dans les cinémas français. Transformée, transfigurée, Marion Cotillard ressuscite la môme Piaf. Presse, spectateurs, la critique est quasi unanime, la prestation est aussi juste qu'éblouissante. Fille de comédien, elle se tourne vers le cinéma. Et en 1998, sa carrière prend de la vitesse. Elle monte dans le taxi du producteur Luc Besson, une course qui rapporte gros 6 millions de spectateurs. Daniel, c'est qui le nain là? C'est un pote. Ah ouais? Tu fais dans les Schtroumpfs maintenant? Enfin connue, reconnue, elle joue aux côtés de Jeanne Moreau dans Lisa en 2001. La même année, pour son double rôle dans Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brenner, elle obtient le César du meilleur espoir féminin. Sa voix joliment cassée, son talent, son visage radieux intéressent les plus grands. Oh, c'était juste une blague! C'est quoi ça? Julien, je peux bouger? Elle tourne pour Tim Burton, Abel Ferrara, Ridley Scott. Grâce à Jean-Pierre Jeunet, elle obtient son deuxième César, meilleur second rôle féminin, pour Un long dimanche de fiançailles.
Alors c'est sûr, hier soir, à cause de la grève des scénaristes, ce n'était pas une cérémonie mais une conférence de presse, sans paillettes, sans stars certes, mais qu'importe, la récompense reste la même. La Môme Cotillard est la meilleure actrice catégorie comédie ou film musical. Alors encore toutes nos félicitations Marion Cotillard. Comment vous sentez-vous ce soir? Vous êtes comblée, c'est déjà une consécration? Déjà la nomination c'était quelque chose d'assez extraordinaire, mais d'avoir ce prix c'est... Je ne sais pas exactement comment exprimer ça, en tout cas je suis vraiment très contente, je suis très contente pour le film parce que encore plus de gens vont le voir et comme c'est un film dont je suis vraiment très fière. Ça me rend vraiment heureuse pour le film. Il y a déjà beaucoup de monde qui l'a vu, 4,5 millions de personnes ou 5 millions de personnes en France. C'est une performance, la vôtre, qui a bluffé beaucoup de monde. Mais on a dit aussi que ce rôle, vous étiez tellement investi qu'il vous a un peu vampirisé. Est-ce que vous en êtes sorti de ce phénomène-là? Oui, bien sûr. Vampirisé, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais disons que quand on vit pendant plusieurs mois avec quelqu'un qu'on découvre, quelqu'un qui a réellement existé et quelqu'un dont je suis vraiment tombée amoureuse, quand ça s'arrête, c'est une séparation quelque part, donc ça a pris un peu de temps, disons, et puis c'était un personnage vraiment extrême. Qui prend beaucoup de place, donc, mais depuis le temps maintenant, je suis redevenue tout à fait normale. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un Oscar, vous faites partie des favorites pour cela. Vous y pensez? Oh, je sais pas trop. Non, j'y pense pas trop. Il y a des gens qui y pensent pour moi. C'est vrai qu'on m'en parle beaucoup, mais j'ai vraiment envie d'apprécier les choses à l'instant présent. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment des choses à apprécier. Il y a Olivier Dahan qui est avec moi à Los Angeles et on est vraiment super contents, quoi. Donc, je préfère vivre ce qu'il y a à vivre maintenant et pas penser à après. C'est une bonne philosophie. Merci beaucoup, Marion Cotillard, d'avoir été avec nous en direct de Los Angeles. Merci à vous. Deux Golden Globes ont également récompensé un autre film français, Le Scaphandre et le Papillon, avec Mathieu Amalric et Emmanuel Seigné, l'un en tant que meilleur film étranger, et puis celui également du meilleur réalisateur pour Julian Schnabel. Deux images de sport. D'abord, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, dont on avait parlé ici même, amputé des deux jambes, est interdit de Jeux Olympiques à Pékin, raison invoquée par la Fédération internationale d'athlétisme. Ces prothèses de fibres de carbone lui procurent, d'après les experts, un avantage sur les coureurs valides. Il devrait faire appel. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est cette chute d'un Norvégien lors de la Coupe du Monde de saut à ski à Predazzo en Italie, juste après son saut, le début de son saut. Il a tout simplement perdu un ski, plus de peur que de mal. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre, le retour de la police de proximité, supprimée il y a 5 ans. Elle est rebaptisée unité de quartier et sera expérimentée dans un premier temps en Seine-Saint-Denis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h50, FBI porté disparu. 23h15, n'oubliez pas mots croisés autour d'Yves Calvi. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.